Tout attroupement non autorisé sera considéré comme une insurrection et un crime de lèse-majesté. Quiconque s'opposera à ce décret sera arrêté sur le champ et condamné à mort, sans procès. Les braises de la Révolution seront étouffées et tout rentrera dans l'ordre. Vous y croyez vraiment à ce que vous dites? Qui a osé dire ça? Moi, bonjour, Augustin Tropper. M'interrompre t'en coûtera, Manant. Non mais sérieux, vous pensez que encore plus de tyrannie, ça va calmer les gens qui en ont marre de la tyrannie? Tu oses accuser notre bon roi Louis-Philippe d'être un tyran? Garde! Arrêtez cet homme! Alors moi, à votre place, je ferais pas ça. Enfin, je veux dire, jusqu'ici, la répression, ça a pas trop marché en votre faveur. Je dis ça pour vous, hein. Nous ne faisons que répondre à la véritable violence, celle des révolutionnaires. Ouais, et comment ça s'est passé les deux dernières fois? Pardon? 1789 et 1830. Les deux fois, le peuple était en colère, vous vous êtes fait dans le froc, vous avez envoyé vos rigolos pour nous taper dessus, et à chaque fois, ça a mal fini pour vous. Cette fois, c'est différent. Nous ne céderons pas au chaos. L'ordre prime toujours sur les révolutions. Vous savez, si on se replace dans un contexte historique et qu'on analyse notre regard sur le concept de révolution dans l'imaginaire populaire à travers les mythes fondateurs de notre civilisation, eh ben on se rend compte que c'est pas tant une aberration, mais plutôt une tendance. Plaît-il? Vous semblez penser que la révolution est un fait isolé que vous pouvez contenir, mais dans l'histoire et les histoires, c'est plutôt une force récurrente et inévitable que l'on peut repousser, mais jamais vraiment arrêter. Plaît-il? Attendez, on va reprendre depuis le début et revenir sur le mythe fondateur de la République romaine. Vous êtes trop loin, il faut crier, sinon je ne vous entends pas. On parle beaucoup du mythe fondateur de Rome avec la Louve, Romulus et Rémus, mais c'est plus rare qu'on s'intéresse à la naissance de la République romaine. Accessoirement, la naissance du concept de République tout court. Il se trouve qu'on ne sait pas vraiment comment Rome est passée d'une monarchie à une république. Tout ce qu'on a, c'est un mythe fondateur narré par l'historien antique Tite-Live. La naissance du concept de République a ainsi lieu dans une histoire, et pas n'importe quelle histoire. Une histoire de révolution. On y retrouve les éléments clés de tout récit révolutionnaire. Un roi tyrannique qui abuse de son pouvoir et finit renversé par ses sujets qui établissent un nouveau système plus juste. Mais avant de raconter cette histoire, on va encore remonter un peu tout en restant au bord de la Méditerranée. La notion de tyran nous vient de la Grèce antique, aucun rapport avec le beurre rance. Avant de prendre sa connotation négative, le mot tyran désigne simplement un roi qui a obtenu le pouvoir de manière illégitime. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que cette manière illégitime, c'est l'insurrection. Je ne vois pas ce qui est drôle. Non mais vous comptez pas, vous avez pas d'humour. Dans les périodes de crise politique durant la Grèce antique, de nombreux tyrans récupèrent les pleins pouvoirs en promettant de mettre fin à la discorde, pas l'application, et se dégagent alors des tendances qui se répètent dans chaque cité grecque menant à la tyrannie. Ces insurrections ont lieu lorsque l'économie d'une cité se développe, donnant naissance à une nouvelle classe de plébéiens, avec un pouvoir économique mais aucune représentation politique. Le futur tyran apparaît alors comme champion de cette classe inférieure, mais n'en fait cependant jamais partie. C'est toujours quelqu'un de déjà haut placé qui voudrait être vizir à la place du vizir. Il faut bien comprendre que le tyran grec n'est pas un instigateur de l'insurrection. Il s'en sert pour prendre le pouvoir, utilisant à son avantage des tensions déjà présentes dans la cité. Après la prise du pouvoir, le tyran se barricade dans son acropole, d'où il ordonne des purges de l'aristocratie et de l'oligarchie. Ces purges ont deux motivations. La première, évidente, c'est de se débarrasser des anciens tenants du pouvoir qui ne comptent pas le céder et qui pourraient fomenter une contre-insurrection. Et la seconde, c'est de remplir le contrat fait avec la nouvelle classe dominante, d'apaiser la vindicte populaire et de calmer l'insurrection. Dans ce but, il va également distribuer des terres à ses partisans. Et s'il est malin, il leur offre des terres loin de la cité, d'où ils ne pourront pas changer d'avis et le renverser. Cependant, le tyran ne redistribue pas les pouvoirs politiques dont il s'est emparé. C'est un autocrate qui prend le pouvoir pour lui-même avant tout. Ainsi, très rapidement, le libérateur du peuple devient son nouveau maître tout-puissant, fondant sa propre dynastie. Ça vous rappelle pas quelqu'un? L'est-il? Ça fait déjà un bail, mais on a eu le même ici. L'ignoble Robespierre? Non, après. Le bigot Charles X? Non, avant. Le terme de tyran prend vite des teintes négatives. Pour Aristote, la tyrannie cumule les vices de la démocratie et ceux de l'oligarchie. On y attache l'idée d'une démagogie du tyran lors de sa prise de pouvoir et d'une irresponsabilité dans son exercice de celui-ci. Le tyran a les pleins pouvoirs et il fait n'importe quoi avec. Ainsi, le terme est utilisé dans le monde antique pour critiquer la légitimité d'un roi et dénoncer ses abus de pouvoir. On revient donc au royaume de Rome, sous le règne de Tarquin le Superbe. Dans le mythe fondateur, ce roi était un
tyran dans le sens bien négatif du terme. D'après la tradition romaine, il a été poussé par sa femme Tullia à renverser son beau-père, le roi Servius Tullius, avec l'appui des sénateurs avides de plus de pouvoir politique. Tarquin aurait alors commencé un règne tyrannique, assassinant ses opposants, accumulant le pouvoir en exécutant les sénateurs qui l'opposaient, trahissant paradoxalement l'institution qui avait soutenu son coup d'état. En 509 avant notre ère, le peuple romain est accablé par la charge impossible de travail imposée par le roi, voulant construire toujours plus et toujours plus grand. À côté de ça, il déclare la guerre aux Rutules, pas les genoux, un peuple très riche dont il convoite l'or. Durant cette guerre, le fils de Tarquin, Sextus, connu pour sa brutalité, viole Lucrèce, la femme de son cousin. Quand Collatin, le dit cousin, rentre chez lui, accompagné de son camarade simple d'esprit Lucius Junius Brutus, Lucrèce leur fait jurer de venger son honneur avant de mettre fin à ses jours sous leurs yeux avec un poignard. Brutus s'empare alors de ce poignard, révélant qu'il jouait la comédie jusqu'ici, et qu'en fait, il était intelligent depuis le début. Mais pourquoi ? Et il fait jurer un second serment à ses camarades, celui de chasser les Tarquins et d'établir la République de Rome. Avec le soutien du peuple qui se soulève et prend les armes, il renverse la monarchie romaine et établit la République. Et vive la République ! Brutus et Collatin deviennent les premiers consuls de Rome et purgent les monarchistes qui préparent une contre-révolution. Au sein de ces monarchistes, il y a deux des fils de Brutus. Il ordonne leur exécution par flagellation et décapitation et y assiste sans détourner les yeux. Mais c'est horrible! C'est surtout un mythe fondateur de la morale romaine qui nous montre que la République est plus importante que la famille. Ce sera important pour un autre Brutus plus tard dans l'histoire. Et ça sert aussi à opposer Brutus à Tarquin, qui a refusé de punir son fils pour le viol de Lucrèce, démontrant la vertu et la droiteur du premier consul légendaire de Rome. Car c'est ici bien une légende, inventée 2 siècles après la véritable fondation de la République romaine, dont on ne sait pas grand-chose. La toute première révolution est donc une fiction! Vous l'admettez vous-même! Ouais, mais même les histoires fausses modèlent la réalité. Ce qui compte, c'est pas que ce soit vraiment arrivé, c'est qu'on raconte que c'est arrivé. Parce que ça en dit long sur notre conception de la société et de ses évolutions. Et de ses révolutions. Vous construisez votre révolte sur des mensonges! Ah non, une révolte, c'est pas du tout la même chose. Une révolte, une rébellion, une insurrection, ce sont des mouvements populaires d'expression d'un désaccord, souvent face à la perception d'injustice. Elles n'ont pas pour but de prendre le pouvoir politique. C'est là qu'elles se différencient de la révolution, qui elle a pour but la prise du pouvoir. D'ailleurs, une révolte peut mener à une révolution, si elle cause un changement de régime. Il y a beaucoup plus de révoltes et de rébellions dans l'histoire et la fiction que de révolutions, puisqu'elles sont un phénomène spontané, une réaction face à l'oppression. Puisqu'on parlait de la Rome antique, on peut citer la guerre des gladiateurs, où le fameux Spartacus a mené les esclaves en guerre contre leur maître. Et s'ils avaient gagné cette guerre, il y aurait sans doute eu une nouvelle révolution romaine menant à la fin de l'esclavage. Malheureusement, ils ont perdu. Ça semble évident si l'on suit la logique de votre récit. Pardon ? Selon vos histoires, les insurrections mènent à des changements lorsqu'elles sont menées par des tyrans. Les révoltes deviennent des révolutions quand elles sont appuyées par des traîtres au sein des puissants. Elles portent ainsi bien leur nom, tournant sur elles-mêmes pour revenir au même point, de la tyrannie à la tyrannie. Alors, je suis pas ultra Vous parliez de 1789, une révolution bourgeoise dans laquelle le peuple a fini écrasé par la terreur du directoire et les guerres de révolution. Vous parliez du tyran Napoléon, qui a saisi le pouvoir pour lui seul. Lucius Brutus, premier consul de Rome, était un patricien, un aristocrate. Ouvrez les yeux enfin, il n'y a pas de révolution pour le peuple. Votre colère ne mènera qu'à plus de tyrannie! L'histoire le prouve! Toute l'histoire ? Plaît-il? Non, car une île irréductible nous a donné récemment l'exemple d'une véritable révolution populaire, la révolution d'Haïti. Vous voulez dire Saint-Domingue? Bah non, justement. S'il est vrai qu'historiquement les révolutions sont menées par des classes dominantes économiquement qui se servent du peuple, ce dernier ne profitant que d'avancées mineures quand ce n'est pas un recul total, il existe une révolution menée de bout en bout par les opprimés. Sans doute inspirée par la Révolution française, les esclaves d'une de ces colonies, Saint-Domingue, se demandent pourquoi leurs maîtres sont aussi fans du concept de liberté, vu qu'ils ne semblent pas trop l'appliquer à leur encontre. Ils se sont donc soulevés et après une longue révolution bien sanglante, ils ont réussi la première révolte d'esclaves moderne, proclamant la République d'Haïti, où tous les hommes sont libres. Oui, enfin ceux qu'ils n'ont pas massacrés. Écoute, désolé Bébou, on est au 19e siècle, on est au courant que les révolutions c'est violent. Bébou? N'empêche que ce peuple a réussi à s'émanciper et peut aujourd'hui déterminer son propre destin. Vous vous trompez! Mais non. Mais si! Vous oubliez que la révolution haïtienne était menée par Toussaint Louverture! Oui, un esclave affranchi. Devenu propriétaire d'esclaves, il avait rejoint la classe dominante. Encore une fois,
Cette révolution a été portée par ceux qui étaient déjà au-dessus des masses opprimées. Ouais, ben peut-être que les masses opprimées ont pas trop le temps de mener des révolutions parce qu'elles sont trop occupées à, je sais pas moi, être opprimées. Alors pourquoi prennent-elles aujourd'hui le temps de se révolter contre le roi? Mais parce qu'au bout d'un moment, désolé du langage, on en a plein le cul. Et ça justifie votre violence. C'est le seul moyen d'avoir votre attention, il peut rien si vous écoutez jamais ce qu'on vous dit quand on est calme. Pourtant, vous avez bien conscience que les révolutions ne mènent nulle part. Non, elles ne mènent pas de nulle part, c'est juste qu'il y a une différence entre l'idée qu'on se fait de la révolution et la réalité. Et c'est peut-être de ça dont on peut s'inspirer pour nos histoires. Étudier les mécaniques sociales, économiques et politiques derrière les révolutions pour mieux les raconter. Parce qu'on aime les récits glorieux où le peuple se soulève spontanément, renverse le tyran et établit un nouveau régime sous lequel plus personne ne sera jamais opprimé. Mais comme le reste, c'est bien plus compliqué que ça. Une révolution, c'est un jeu de pouvoir, et quand elle se fait sans l'appui d'une classe déjà émancipée, souvent économiquement aisée, elle a tendance à être étouffée. Il y a une logistique derrière l'insurrection. Et si une armée marche sur son ventre, c'est également vrai pour un peuple qui se soulève. Une révolution a besoin de soutien, de ressources, de culture politique et stratégique qui sont souvent inaccessibles aux classes opprimées, surtout si elles veulent tenir sur la longueur. C'est pour ça qu'en regardant l'histoire, on voit toujours les révolutions populaires se faire soit écraser, soit récupérer par les puissants. Une révolte, c'est le peuple qui exprime sa colère. Une révolution, c'est une stratégie politique qu'on applique pour profiter de cette colère afin de changer la société en sa faveur. Et si on n'en a pas conscience, qu'on se laisse porter par nos idéaux et notre conception mythique de la révolution, on a de fortes chances de se voir voler le fruit de nos combats sous notre nez. Peut-être que le nouveau tyran sera plus sympa que le précédent, qu'il nous filera des terres loin de la cité, mais peut-être qu'il faut anticiper cet aspect des révolutions pour limiter la prise de pouvoir. Éviter qu'il ne se retrouve entre les mains d'une seule personne qui pourrait en abuser, surtout quand le rapport de force entre les gouvernants et le peuple est déjà bien infusé de violence et de répression. L'insurrection, c'est notre colère légitime qui s'exprime. C'est nous qu'elle devrait servir, pas ceux qui ont déjà profité de l'abondance et du pouvoir. Vous avez terminé? À peu près. Pendant votre petit discours, j'ai reçu des nouvelles. Le roi Louis-Philippe a abdiqué. Alphonse de Lamartine proclame la deuxième République française. Ouais, vive la République! Les élections auront lieu cette année pour nommer un président. Ouais! Le candidat favori est le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de feu l'empereur. Ouais, donc en fait, personne m'a écouté.